merci à vous de vous être connectés à ce débat. Vous voyez, les chiffres et les phrases euh, inaugurent beaucoup de questionnements éthiques. Aujourd'hui, on va travailler sur les questions et les problématiques éthiques qui sont soulevées par la vaccination contre la Covid-19. Et je remercie les trois experts qui sont autour de cette table. Sophie Moulias, gériatre de la PHP, qui est aussi docteur en éthique. Paul Louveil-Dubuc, qui est responsable de la recherche à l'espace éthique de la région Île-de-France, mais qui est aussi rédacteur en chef de la revue française d'éthique appliquée. Et puis, est-ce qu'il faut présenter Serge Guérin? J'en suis pas sûr, mais je le fais quand même, qui est sociologue et qui est spécialiste des questions liées au vieillissement. À l'issue de ce débat, le docteur Aquino interviendra pour faire une synthèse des réflexions et des échanges. Je vous propose d'orienter ce débat en 4 temps. Le premier temps, c'est celui des sujets éthiques avant la vaccination, avant l'engagement dans la vaccination. Le deuxième temps, ce sera une réflexion autour de l'engagement volontaire de la vaccination et les enjeux éthiques sur cet engagement. Troisièmement, les questionnements éthiques qui sont posés par l'autonomie, la liberté de choisir ou non la vaccination. Et enfin, on terminera sur, après la vaccination, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les enjeux éthiques. Alors, premier temps, c'est, et je céderai peut-être la parole à Sophie Moulias, puis aux sociologues et enfin aux philosophes et aux chercheurs en éthique, c'est avant la vaccination. C'est un temps qui est encore en cours, hein, du fait de l'asynchronie du déroulement de la vaccination. C'est encore en cours dans une partie de la population. Que vous inspire aux uns et aux autres les questionnements sur les incertitudes sur l'efficacité et les effets indésirables, les préventions de la population? Certains ont posé la question d'une défiance à l'égard des institutions dans ces préventions. Qu'est-ce que ça renvoie dans le pays de la vaccination? Et puis aussi le sujet de fallait-il ou faut-il privilégier la parole du scientifique par rapport à la parole du politique, puisque dans ces choix, il y a à la fois des choix individuels, mais aussi des choix de société. Docteur Moulias, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, merci Louis. Pour reprendre d'où nous partons, on peut partir au début du premier confinement. C'était alors le temps du confinement, mais tout le monde a un petit peu oublié que depuis ce temps-là, les personnes les plus âgées sont toujours confinées d'une façon ou d'une autre. En tout cas, en EHPAD, elles le sont toujours sévèrement. Et la grande partie des personnes, les lieux invisibles, vivent chez eux et sont toujours plus ou moins confinés. En tout cas, la grande partie de leurs activités n'ont pas reprise. Donc, reproposer du confinement des vieux, soit, mais on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait faire de plus. Quand on était au premier confinement, il y avait la nécessité d'avoir, en problématique éthique, de gérer la pénurie des lits avant tout, qui se repose aujourd'hui maintenant, hein, de la création l'accès aux lits de médecine aussi et de l'accès aux soins non Covid aussi pour nos patients polypathologiques, âgés, pour les patients cancérologiques. Voilà, il y a eu une vraie perte de chance pour les personnes âgées, pour d'autres aussi, hein, par rapport à cette difficulté d'accès aux soins et par rapport aussi à la difficulté d'accès à la vie sociale, puisque le confinement et l'isolement, c'est aussi d'une certaine façon la vie sociale. Le confinement, c'est pas économiquement viable, mais l'isolement, c'est pas humainement viable, et le Covid nous l'a aussi montré. Et le sociologue, alors, qu'est-ce qu'il en dit? Paul Lou. Alors, moi, je suis plutôt philosophe, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Non, c'est pas grave du tout. Non, je voudrais revenir peut-être sur la question de l'hésitation vaccinale, parce que ça me semble vraiment le point essentiel, enfin, un des points en tout cas essentiels dans la question que vous posiez au départ. Des chiffres ont été rappelés au début de ce webinaire, donc plutôt rassurant. Je pense que la leçon sur ces premiers mois, c'est qu'il y a quand même moins d'inquiétudes sur les vaccins. Il y avait au début beaucoup d'inquiétudes sur les vaccins ARN messagers. Je pense que cette inquiétude s'est en partie tarie et une acceptation théorique de la vaccination qui est devenue plus forte. Et je pense que ce qu'on peut tirer comme leçon de ces premiers mois de vaccination depuis décembre, c'est que
la confrontation à la réalité de la vaccination a atténué les inquiétudes. Et donc, peut-être qu'une leçon qu'on peut tirer, c'est que la communication, disons, a priori théorique ne fait pas tout. Il faut que les gens soient vraiment confrontés à la réalité, voient les autres, leurs proches, leurs voisins, leurs collègues se faire vacciner pour être plus réceptifs, disons, au message de communication. Donc ça, c'est la première leçon positive. Maintenant, la deuxième chose, c'est la défiance que vous évoquez, qui va peut-être s'amplifier à mesure que seront vaccinés non plus des gens qui ont un intérêt vital, je dirais, personnel à se faire vacciner, mais des gens plus jeunes. Et là, il y a évidemment une défiance qui n'est pas seulement sur les vaccins eux-mêmes, mais beaucoup plus large sur les institutions, sur leur capacité à dire la vérité. La crédibilité a été fortement mise en question avec cette affaire des masques, hein, dont on ne reparlera peut-être pas. Et il y a évidemment un enjeu de justice, hein, la question des inégalités sociales qui a été révélée par la crise, puisqu'on voit à quel point, selon les régions où on habite, donc le taux d'incidence du Covid n'est pas le même, et pourtant la couverture vaccinale ne dépend, enfin, n'a pas été faite en fonction de ce taux d'incidence. Hein. L'exemple de la Seine-Saint-Denis est très éloquent à cet égard, où on a un taux d'incidence très fort et une couverture vaccinale relativement faible. Donc la question qui se pose, je pense pour les gens, c'est au nom de quoi accomplirais-je des efforts pour le bien commun dans une société où j'ai le sentiment que je ne suis pas particulièrement favorisé et même carrément défavorisé en termes de revenus, de pouvoir d'agir, d'égalité des chances, etc. Voilà. Pour le dire assez rapidement, et maintenant peut-être qu'on peut laisser la parole aux sociologues. Merci beaucoup. Alors, je vais remonter, puisque je crois que la première question, c'était avant le vaccin. Peut-être dire, la première chose, c'est que tous, il y a eu d'abord la sidération, et cet élément, c'est le retour du Moyen-Âge. C'est aussi, d'une certaine manière, le retour du tragique. Il y a même des gens qui ont découvert qu'on pouvait mourir. Hein, il y a quand même aussi tout un discours un peu transhumaniste et tout ça. C'est intéressant d'ailleurs. Tous ces gens qui expliquaient qu'on allait vivre 1000 ans, d'un seul coup, on les entend plus du tout, puisque là, on se demandait même si on allait vivre une seconde de plus, quoi. Donc, c'était, je crois, très intéressant. Deuxième élément, c'est que face à ce retour du Moyen-Âge, on a pris une solution qui était celle déjà utilisée au Moyen-Âge, c'est-à-dire le confinement. À l'époque, on appelait ça l'enfermement. On bloquait la ville de Marseille qui est bloquée. Quand les gens sortaient, on leur tirait dessus. Alors là, c'était beaucoup moins violent, puisqu'on ne tirait pas sur les gens. Mais c'est intéressant, c'est qu'au départ, on n'a pu faire que de reprendre une technique ancestrale qui a été utilisée depuis des milliers d'années. Après, on y a trouvé autre chose. Mais en tout cas, j'étais assez intéressé et surpris par rapport à ça. Deuxième élément, un élément d'éthique aussi d'une certaine manière, c'est que nous sommes dans une société où la définition de la liberté, c'est pouvoir se déplacer. C'est la réussite même d'une certaine manière, c'est incroyable, on peut prendre l'avion, aller au bout du monde, et ainsi de suite. Et là, d'un seul coup, cette idéologie, Pierre-André Taguieff parlait de bougisme, cette idéologie, d'un seul coup, elle est bloquée, parce que la réussite, c'est surtout ne pas bouger. On demandait aux gens de ne pas bouger. Donc là aussi, éthique du mouvement, et d'un seul coup, éthique d'une responsabilité où je ne bouge pas. Et puis, troisième chose, c'est que, en fin de compte, il y a eu aussi cette discussion, est-ce que c'est une responsabilité individuelle? On explique aux gens les enjeux, et on a plutôt fait le choix d'une coercition, c'est-à-dire il faut signer un papier, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est plutôt rentré dans une logique en disant les gens ne sont pas matures, ne sauront pas le faire, et du coup il faut leur interdire et vérifier la police qui est présente, et ainsi de suite. Donc là aussi, quelque chose aussi d'un questionnement très fort. Est-ce qu'on parie sur la responsabilité des personnes, ou bien est-ce qu'on parie plutôt sur la coercition? Et le choix a plutôt été fait celui-ci, même si régulièrement on expliquait aux gens, mais vous êtes merveilleux, vous faites des efforts, ainsi de suite. D'ailleurs, aussi avec un discours souvent un petit peu infantilisant, d'ailleurs. Alors, et puis, dernière chose, c'est qu'une conscience physique du fait que nous ne sommes pas tous dans la même situation. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, on l'arrête. L'égalité, il n'y en a pas. Si vous êtes en 30 mètres carrés à 10, c'est pas pareil que si vous avez un jardin. Des gens qui sont partis à l'île de Ré et ailleurs, en voyant ensuite d'ailleurs des photos, et qui très vite se sont calmés en se disant en termes d'image, c'est pas génial. Mais enfin, il y a eu plein de manières de se comporter et finalement des inégalités d'abord territoriales et de situations extrêmement fortes.
des inégalités géographiques, il y a des endroits où il y avait moins de Covid que d'autres, et ainsi de suite. Donc, intéressant, liberté, égalité, là, ça fonctionne pas. Fraternité, je terminerai là-dessus. Éthique du care, justement. C'est-à-dire que d'un seul coup, la formule, quand même, qu'on a un peu oublié d'ailleurs après, mais la première formule qu'il y avait, c'était prenez soin de vous, prenez soin des autres, qui est la définition même du soin mutuel, de l'attention à l'autre. Enfin, c'est Lévinas, quoi. Après vous, je vous en prie. Hein. Et donc, on revenait à ça, dans les formules, ainsi de suite. Vraiment, l'éthique du care qui est revalorisée d'un seul coup. Voilà. C'est un peu ça, les 4 éléments que je garderai en tête. Avant, donc, les questions du vaccin. D'ailleurs, c'est intéressant, le vaccin. Et je fais le lien avec ça. C'est qu'on est retour au Moyen-Âge, retour à une technique du Moyen-Âge. Et la seule façon de retrouver la modernité, de la mobilité, ainsi de suite, c'est le vaccin. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, le retour de la science. On aura l'occasion de revenir sur les sujets importants que vous posez, qui sont ceux de la liberté et des inégalités. Donc, après le temps du confinement est venu le temps de l'engagement volontaire dans la vaccination, là aussi avec de nombreuses questions éthiques. Entre autres, les enjeux éthiques de promouvoir tel ou tel vaccin, la question de la légitimité des premières indications sur lequel j'aimerais que vous vous prononciez. Pourquoi les personnes âgées par rapport aux professionnels, d'autres pays ont fait d'autres choix que celui-là? Pourquoi les personnes âgées en EHPAD plutôt que d'autres populations de personnes âgées? Et puis toutes les conséquences sociétales, les enjeux éthiques de ces choix du déroulé de la vaccination en termes d'inégalité sociale, d'inégalité culturelle. Et puis, je sais que vous souhaitez aussi parler des inégalités générationnelles. Est-ce que le docteur Moulias pourrait intervenir là-dessus? Alors, en tout cas, sur les premières populations désignées en EHPAD, c'est quand même celles qui ont payé le plus cher et qui ont été le plus mis en avant lors du premier confinement, où il y a eu après une espèce de prise de conscience de ce qu'on avait imposé aux résidents d'EHPAD, aux professionnels d'EHPAD et aux familles des résidents d'EHPAD. C'est quelque chose qui est venu dans un deuxième temps. Il y a eu des réactions toujours un petit peu à distance après, tout comme quand on a fermé les réanimations aux plus âgés ou aux plus malades, il y a eu un petit contre-coup médiatique après. Il y a différents niveaux, hein. C'est que ceux-là, on les voit, on sait les compter. Olivier sait nous donner des statistiques. Par contre, ceux qui vivent chez eux, qui sont potentiellement très malades, qui sont potentiellement avec des gyres très altérés, etc., on a zéro chiffre, zéro visibilité, et on ne peut même pas donner la mortalité de cette population-là. Ce qui pose un véritable problème, parce que quand on parle de génération, enfin de population invisible, c'est une réalité. Voilà, ce sont des adultes qui ne sont absolument pas, qui n'entrent dans aucune statistique. Alors c'est peut-être bien, hein, mais en tout cas, ça permet pas de réfléchir à leur vaccination, à leur protection et à toute la prévention qu'on peut faire autour d'eux. Alors aujourd'hui, il y a la gymnastique de faire rentrer potentiellement les médecins traitants et les pharmaciens dans la vaccination pour pouvoir les atteindre. Encore faut-il pouvoir aller au domicile, rester un quart d'heure à côté d'eux, etc. Il y a eu beaucoup de questions, de conflits d'idées. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a, par rapport au choix du vaccin, comme vous disiez, le choix, on ne l'a pas vraiment. On reste en situation de pénurie et en réflexion de pénurie. On a le vaccin qu'on a sous la main. Et au début, en effet, il y avait les personnes nous appelaient en disant, nous appelions les personnes pour leur proposer une vaccination ou savoir s'ils souhaitaient être vaccinés. Les gens disaient, les personnes les plus âgées disaient oui, mais on aimerait bien savoir lequel vous avez envie de nous coller parce que on n'est pas trop, on se pose des questions sur l'ARN messager, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a plus, on a du vaccin de façon fluctuante. Beaucoup veulent se faire vacciner. La plupart d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner avec de l'AstraZeneca parce que depuis, les temps ont changé. On connaît la deuxième vague, les variants, les clusters, plein de trucs où tout le monde a l'impression de savoir quelque chose. Et on a des situations où en fait le médecin est privé de sa possibilité de choix aussi. Il y a celui qui est disponible aujourd'hui, j'ai le droit de vous le donner, j'ai pas le droit de vous le donner. Sur quelle indication? Parce que c'est l'HAS qui choisit et c'est pas moi qui suis votre médecin là tout de suite devant vous et qui vous connaît bien, qui peut prendre ce choix-là. Et ça aussi, c'est une problématique
alors sans doute d'inégalité, mais aussi de liberté et de décision de traité, enfin de décision médicale en tout cas, qui pose un vrai problème. Je vais passer la parole, sinon je vais en parler pendant des heures. Notre philosophe Paul Loup. Oui. Alors, au-delà de ce que dit Sophie Moulias, qui est très intéressant, peut-être revenir sur le choix qui a été fait en France et dans d'autres pays de privilégier d'abord les personnes très âgées et dans ces personnes très âgées, d'abord les personnes résidant en EHPAD ou dans des unités de soins longue durée. Pour appuyer un tel choix, Sophie Moulias l'a dit, on a invoqué la fragilité de ces personnes résidant dans ces établissements qui représentent donc 45% des décès dus à la Covid-19, alors qu'elles ne constituent qu'1% de la population. Et sur le fait aussi que l'âge médian de la population des personnes décédées de la Covid est de 85 ans. Alors, d'autres critères auraient été possibles, d'autres critères de choix peuvent être mobilisés. Donc, au-delà de ce critère de l'exposition à des formes graves, le risque fort de transmettre la maladie, donc ce sont typiquement les soignants, les accompagnants professionnels au domicile ou en établissement. Donc un autre critère. Troisième critère possible, l'exposition forte à des risques de contamination. Donc encore une fois, les soignants, les accompagnants, mais aussi les enseignants, par exemple, les caissiers, les livreurs, tous ces métiers confrontés à du public, mais aussi, sans doute aussi, certaines zones particulièrement défavorisées socialement où les logements sont très exigus. Et puis, un quatrième critère, c'est celui de la vulnérabilité sociale induite par la privation de liberté. Et là, on pense tout de suite aux étudiants. Donc, il y avait d'autres critères possibles. Alors, la remarque qu'on peut faire, c'est que, au fond, c'est un questionnement d'équité qui se pose, qui met aux prises plusieurs répartitions du vaccin qui sont envisageables. Et au fond, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on répartit avec ce vaccin? On répartit certes la vaccination, mais à travers le vaccin, qui n'est au fond qu'un outil, on répartit quelque chose peut-être de plus précieux encore, qui est la protection contre le virus, et donc la possibilité, à travers ça, de s'engager dans des interactions sociales. Ce qu'on peut dire, c'est que en vaccinant prioritairement ceux qui sont le plus exposés au virus, on a choisi une égalisation en part arithmétiquement égale de ce bien, hein, donc ce que Aristote appelle l'égalité arithmétique, en favorisant ceux qui en ont été le plus défavorisés, c'est-à-dire les personnes très âgées. Alors, une autre voie aurait été l'égalité géométrique, hein, encore une fois en parlant de ce que dit Aristote, donner à chacun selon ses besoins, par exemple, mais là, ça a nécessité de faire des discriminations entre ceux dont on considère qu'ils ont le plus besoin d'interaction sociale et ceux dont on considère qu'ils en ont le moins besoin. Et ça conduit au type de phrases assez choquantes, effectivement, qui a été prononcée par ce réanimateur et évoquée au début de ce webinaire. On suppose que les jeunes ont plus besoin, par exemple, d'interaction sociale que les personnes âgées. Donc, j'aurais tendance, moi, à être d'accord avec le choix qui a été fait au départ, mais c'est évidemment un choix qui n'engage que moi, et d'autres choix auraient été possibles. Serge. Merci Louis. Déjà, peut-être première chose, c'est la notion de choix. Gouverner, c'est choisir. Faire de la politique, c'est choisir. Diriger, c'est choisir. Donc, qu'il y ait un choix, je trouve que voilà, c'était important de dire voilà quels sont les critères de choix. Deuxième élément, rappeler qu'on a quand même survalorisé, évoqué la question du refus, la crainte des Français et ainsi de suite, en mêlant d'ailleurs très souvent méfiance et défiance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dire ce vaccin il est arrivé très vite et ainsi de suite, c'est pas pareil que d'être un bougre d'idiot qui serait contre la modernité. Parce qu'il y avait quand même aussi ce discours très très moral, très très moralisateur. Ah, vous êtes vraiment dépassé, vous n'avez pas compris, et ainsi de suite. Dans cette société de défiance aussi très forte. Troisième élément, Louis parlait, est-ce que ça induit déjà un conflit générationnel? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de cela? On pourrait dire à l'inverse, que le choix qui a été fait, en prenant en compte le fait que plus on était âgé, plus on était globalement favorable au vaccin, et donc plus on était jeune, plus on était contre, d'une certaine manière, de commencer par ceux qui étaient aussi le plus favorable, pour des raisons d'être concerné directement, mais aussi parce que quelqu'un qui se fait de 85 ans qui se fait vacciner a vu dans sa vie disparaître par exemple la polio. Donc c'est très bien ce que ça représente un vaccin.
Quelqu'un qui a 20 ans n'a pas vu disparaître quoi que ce soit de ce point de vue-là. Donc il y avait aussi une relation à tout ça sans doute assez différente. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que comme les jeunes ne voulaient pas se faire vacciner et étaient un peu inquiets sur les effets du vaccin, eh ben on a aussi utilisé les plus âgés. On pourrait inverser. Certains disent ah les vieux ont été protégés, mais d'une certaine manière on peut inverser la proposition en disant on a protégé les jeunes pour être vraiment sûr qu'il n'y avait pas de contre-indication. Et au départ, il n'y avait pas des files de jeunes demandant à être vaccinés. C'est plutôt à regarder comment ça se passait. Et au début, en plus, il y avait une sacralisation extraordinaire. On est là, dans l'EHPAD et tout ça. On félicite. Bon. Donc, il y a eu quelque chose comme ça. Et d'une certaine manière, on pourrait considérer que les plus âgés d'entre nous ont été des sortes de pionniers et sont allés de l'avant. Je trouve que ça inverse un petit peu la proposition autour d'une sorte de guerre des générations ou de choses de ce type-là. Donc, on a aussi fait ce choix-là. Donc vraiment, je voudrais rappeler, méfiance égale pas défiance. On est dans une société de défiance et on l'a fait finalement pour justement minorer un risque de conflit générationnel. On a commencé par les plus âgés et ensuite par l'autre population où ça avait du sens directement, qui était évidemment le personnel soignant. Paul, tout à l'heure, vous avez donné des éléments donnant à penser qu'on a fait le choix pour les gens. Après, si je me trompe, c'est à vous de me corriger. Mais en même temps, dans les populations qui étaient visées, on insistait beaucoup sur la liberté de choix. Alors, où est le curseur entre liberté de choix et choix que l'on fait pour les gens? Je fais notamment allusion à certaines pressions sociales, à certaines injonctions à vacciner en EHPAD, et beaucoup en EHPAD ont été confrontés au questionnement de vacciner des personnes en fin de vie, puisqu'on disait qu'il fallait vacciner certaines personnes en EHPAD, toutes les personnes en EHPAD. Et puis, donc, ce choix aujourd'hui des professionnels à se vacciner ou à ne pas se vacciner. Est-ce qu'il y a une liberté à faire? Est-ce qu'on doit répondre à l'injonction? Où est le curseur? Je commence à essayer de répondre à ça. Ben oui. Oui, d'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, en effet, c'est une question aussi qui est absolument centrale. La question du recueil du consentement, notamment dans les EHPAD, était une question assez difficile. Et le problème de la liberté du consentement. Le consentement doit être libre et éclairé. Le problème de la liberté, c'est de s'assurer que les personnes ne subissent pas de contraintes et ne se sentent pas forcées de se faire vacciner. Voilà. Donc ça, c'est un premier enjeu qui a été très déterminant, qui me semble, à l'heure où on parle aujourd'hui, non pas résolu, mais peut-être moins d'actualité, puisque la majorité des personnes en EHPAD sont vaccinées, qu'un autre sujet qui me paraît pour le coup décisif, qui est celui de la vaccination des soignants, des professionnels, des accompagnants. Alors, l'hésitation vaccinale reste encore forte, et comme vous l'avez dit au départ, très variable selon les professions, puisque dans le milieu hospitalier, 82% des professions médicales ont l'intention de se faire vacciner, pour certaines déjà vaccinées, bien sûr, contre 47% des infirmiers, 30% des aides-soignants, brancardiers, agents d'entretien, etc. Est-ce qu'il faut obliger les professionnels à se faire vacciner? Quelle est la liberté de choix? Sur le fond, et je pense que certains soignants seraient d'accord avec ça, il n'est peut-être pas totalement injustifié, irrecevable que les personnes les plus susceptibles de transmettre le virus aient au moins une obligation éthique de se faire vacciner. En revanche, une obligation juridique, ça se discute davantage, d'abord parce qu'on se demande bien comment ce qu'on va faire dans un contexte de tension hospitalière si les professionnels de santé refusent de se faire vacciner. Est-ce qu'on va les licencier? On voit que pratiquement, c'est quand même assez difficile à imaginer. Encore une fois, la question n'est pas aussi une question d'éthique du soin. Du point de vue de l'éthique du soin, bon, il y a un certain nombre de devoirs et on peut concevoir que celui-ci en fasse partie, mais aussi d'éthique d'organisation et d'éthique organisationnelle.
Il y a, il faut le rappeler quand même, un grand malaise des soignants depuis le début de la crise et bien avant la crise. Il y a quand même ce sentiment d'avoir été fortement exposé au virus, au départ sans équipement de protection individuelle, sans masque notamment, aux conséquences de la crise, pour certains d'avoir été confrontés à des morts très violentes, très difficiles, à des situations d'éthique très compliquées. On peut comprendre que ce malaise dispose assez peu à vouloir prendre de nouveaux risques ou à faire de nouveaux efforts en se faisant vacciner pour une partie des soignants qui le refuseraient. Voilà. Ce que je dirais, c'est qu'il n'est peut-être pas possible d'imposer toujours des devoirs, des sentiments de culpabilité aux soignants et de ne pas entendre leurs revendications, qui ne sont pas seulement des revendications financières, mais aussi celle d'être davantage associé au fonctionnement de l'hôpital, celle de ne pas être considéré comme de simples rouages de la machine hospitalière. Et à cet égard, je crois que l'appel à la responsabilisation, au devoir moral, voire l'obligation serait non seulement contre-productif, mais pourrait accroître ce malaise. Docteur Moulias, vous qui êtes dans la mise en œuvre de la vaccination, quelle réflexion ça vous inspire? Fait d'accord. Et remercie vivement Paul Loup parce qu'on est vraiment dedans et que c'est vécu de cette façon-là par le milieu du soin hospitalier. Après, c'est-à-dire que toujours les premiers sur lesquels on tape, les premiers qu'on met devant et voilà, qui est à être où il n'y a pas eu, il y a eu aussi un certain une certaine aigreur, on va dire, ou une certaine acidité après le premier confinement et à la montée de la deuxième vague. Mais il y a aussi que la réflexion, en fait, à chaque fois est très institutionnalo-centrée, pour pas dire hospitalo-centrée, puisqu'on pense aussi au personnel des EHPAD, qu'à chaque fois, il y a aussi les personnels du soin à domicile qui s'occupent du handicap et du grand âge à domicile, de la dépendance, en fait, mais aussi voilà, de toute l'assistance de vie sur lesquelles on a absolument la main, même pour l'information ou même pour pouvoir leur ouvrir un poste de vaccination dédié. Donc on a là aussi une inégalité qui survient avec sur le fait qu'on met toujours en avant les professionnels de l'hôpital alors que dès qu'on peut les remettre en arrière, on les remet en arrière. Enfin, je veux dire, au début, on a vacciné avec beaucoup d'intensité les professionnels de l'hôpital parce que c'était les seuls qui étaient là pour recevoir les doses de vaccin qu'il y avait. Et puis après, on a décidé qu'on ouvrait des centres en ville pour vacciner des personnes en ville. Et on a retiré toutes les doses à l'hôpital du jour au lendemain, même s'il y avait toujours des professionnels qui voulaient bien venir se faire vacciner. Donc il y a eu aussi cette espèce à chaque fois de décalage et de frustration pendant que la pensée humaine a un temps pour maturer sans doute et que le temps que la société, que les réseaux sociaux, en tout cas que tout le monde s'y mette. Mais par contre, en ville, on a, voilà, il n'y a pas cette structuration-là pour retrouver les équipes parce qu'il n'y a pas forcément d'équipes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont sans structuration sur laquelle on peut avoir la main et qu'il faut aussi réfléchir à tout cela, je pense, tant à leur accès qu'à leur possibilité de vouloir. Et ma dernière petite réflexion, c'est qu'à chaque fois, alors l'autonomie en tant que capacité à décider pour soi, elle est complètement écrasée depuis le début de la pandémie Covid. Hein, donc on n'a pas le droit de dire non plus si on veut ou si on veut pas être réanimé, si on veut ou si on veut pas être hospitalisé, si on veut venir à l'hôpital et qu'il n'y a pas de place à l'hôpital, ben on vient pas à l'hôpital. Mais par contre, la question aussi, c'est la liberté, enfin ou l'autonomie qu'on donne à celui qui refuse. Et celui qui refuse, où est-ce qu'on le met? Et est-ce qu'on le laisse à égalité des autres, à égalité de chance, à égalité de place sociétale? C'est une question pour demain, mais c'est aussi une question pour aujourd'hui parce que on a toujours la problématique d'accès aux soins, pas que aux soins Covid, accès aux soins à l'hôpital et accès aux soins à l'extérieur, enfin dans la cité. Serge, j'ai fini. Merci. Alors pour aller très vite, parce que vraiment première chose, liberté de choix quand on est très fragile. Je pense en particulier aux personnes touchées par des maladies neuroévolutives.
compliqué quand même, très compliqué. Donc là, à un moment donné, question éthique, qui choisit pour qui et comment? Question de choix, quand on n'est pas très à l'aise, on est chez soi, et on n'est pas très à l'aise avec les outils Internet. Comment on fait? Alors, c'est en particulier les plus âgés, mais aussi plein d'autres personnes touchées par des déficits cognitifs ou simplement touchées par l'électronisme. Donc là, on a quand même un sacré sujet. Deuxième sujet, un petit peu un problème de riche quand même. C'était intéressant. Au début, je veux pas de l'ARN parce que je sais pas trop ce que c'est, et maintenant, je veux pas de l'AstraZeneca parce qu'on m'a dit que c'est quand même, il y a quand même un petit côté gosse de riche. Je veux celui-là plutôt que celui-là. Ou derrière, il y a une notion un peu de vraiment de société de consommation. On est tellement habitué à avoir 200 yaourts à choisir qu'on voudrait avoir 200 vaccins aussi à choisir. Donc c'est intéressant quand même aussi cet élément-là. Et puis troisième élément sur la question des soignants, on pourrait dire quand même que dans un premier temps, il y a une sorte de victoire symbolique. On applaudit, et ainsi de suite. On n'applaudit pas tous les soignants, d'ailleurs, on n'applaudissait pas tellement les gens qui travaillaient dans les EHPAD. En tout cas, on applaudissait l'hôpital public, et ainsi de suite. Victoire symbolique très forte qui ne s'est pas toujours traduite ensuite par une victoire économique, on pourrait dire. Mais en tout cas, il y a eu cet élément-là. Et là d'un seul coup, un petit peu un retournement, puisque le discours gouvernemental, c'est quand même, vous n'êtes pas très sérieux, c'est pas bien ce que vous faites. Et donc, avec quelque chose un peu très, très moralisateur. Et je terminerai juste là-dessus, c'est d'abord la capacité de l'État à obliger. Le grand problème de l'État aujourd'hui, c'est qu'il fixe des lois qu'il ne sait pas faire suivre. C'est un gros sujet qui concerne évidemment pas que les soignants. Donc, et sa capacité aussi à créer de la confiance, de la légitimité. On parle de violence symbolique quand on parle de l'État, mais on pourrait aussi parler d'engagement symbolique. Or, aujourd'hui, l'État est assez démuni parce qu'il n'a pas fait la preuve nécessairement de sa grande organisation, et ainsi de suite. Donc, il a un très gros déficit de légitimité qui, du coup, est perçu aussi par des soignants qui disent t'es bien gentil, mais c'est à nous de décider. Et Serge, vous faites allusion à quelque chose que on n'est pas d'envie de manière très aiguë, c'est la labilité de la gratitude et de l'image que l'on peut avoir. Au départ, vous faisiez allusion au fait qu'on était héros, mais en EHPAD aussi, hein, quelquefois on a été applaudi, et puis aujourd'hui on est un peu traité ou considéré comme des personnes irresponsables à ne pas vouloir se faire vacciner, en oubliant que et avant et maintenant, ce sont des humains avec des déterminants d'humains. On a besoin de références non humaines. Alors maintenant, après la vaccination, qu'est-ce qu'on fait? Ça renvoie à des questions qui sont posées là dans le chat par certains auditeurs. Est-ce que on continue à confiner au prétexte que tout le monde n'est pas vacciné? Est-ce qu'on continue à considérer que les personnes âgées sont des pièces de musée ou des objets de vitrine qu'il faut conserver le plus possible, en oubliant peut-être le rôle social de la personne âgée? Ça pose la question du rôle social de la personne âgée. Et puis au-delà de ça, la question avec les déterminants éthiques, de rendre obligatoire ou non la vaccination, les enjeux éthiques du passeport vaccinal, et puis ça nous renvoie au sujet de départ qui était la vaccination est-elle là aussi une source d'inégalité? Est-ce que Paul Loup, ce sont des sujets qui vous inspirent évidemment? Alors on peut recommencer à parler des EHPAD et puis on parlera aussi des autres personnes, enfin des personnes résidentes en EHPAD. Je pense que peut-être que le risque auquel on se confronte aujourd'hui, alors que les restrictions continuent d'être très fortes dans les EHPAD, alors même que la population des EHPAD est en grande partie vaccinée, c'est celui d'un sentiment d'avoir été simplement dupé. Parce que la vaccination a pu représenter pour beaucoup la condition d'un allègement de ces restrictions. Donc il reste encore beaucoup de restrictions, restrictions des visites, restrictions des sorties. Les personnes ne peuvent pas être visitées en chambre du tout dans la plupart des EHPAD. Alors il semblerait que ce soit en train, dans ces jours-ci là, de bouger plutôt dans le bon sens. Donc il y a eu un avis du Conseil d'État la semaine dernière qui s'opposait à la recommandation de l'État de maintenir des interdictions de sortie.
Et puis Brigitte Bourguignon donc, a annoncé qu'elle proposerait un assouplissement des mesures des visites, des restrictions des visites des familles. Sur ce sujet, peut-être que le point central, c'est que l'argumentation reposant sur la vaccination, disant que la vaccination est finalement le sésame qui va nous permettre d'alléger ces restrictions, est à double tranchant. C'est-à-dire que pour peu que le variant sud-africain nous mette en échec la stratégie vaccinale, et pour peu qu'il y ait de nouvelles menaces, alors le risque, c'est que cette argumentation s'effondre et qu'on puisse justifier de nouveau le confinement, l'enfermement et des restrictions très fortes. Donc l'argumentation, elle doit aussi porter sur les droits des personnes. Pas seulement sur la vaccination, mais sur les droits des personnes à pouvoir voir leur famille, à pouvoir sortir, à pouvoir être visitées dans leur chambre. Deuxième point qui est tout à fait différent sur la question du passeport vaccinal ou du pass sanitaire. Je n'ai pas suivi la dernière formulation en date. Il me semble qu'on peut justifier cela, et c'est peut-être moins pire que des solutions alternatives qui seraient soit de tout ouvrir sans sécuriser les lieux, soit de continuer à tout fermer. Et d'ailleurs, la vaccination, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, puisqu'il y a des vaccinations obligatoires dans la petite enfance. Et voilà. Donc, la question, c'est de savoir quel est le bon moment, en fait, pour instituer ce pass sanitaire. Si on l'impose trop tôt, on pénalise ceux qui n'ont pas eu accès au vaccin, et si on l'impose trop tard, on fait perdurer des restrictions sanitaires. Donc la question, c'est de savoir quand nous allons pouvoir l'imposer, mais je ne suis pas défavorable à cela, personnellement. Et puis, l'autre enjeu qu'il y a devant nous, mais là je me répète, c'est évidemment l'hésitation vaccinale, la défiance. Serge Guérin en a beaucoup parlé, donc je vais le laisser, s'il veut, en parler encore, mais je pense que c'est quand même le principal enjeu pour les années qui viennent, parce que je pense que, comme la grippe, le Covid risque de s'installer pour de nombreuses années maintenant. Serge, avant que vous nous donniez une vision globale, transversale, la voie de l'opérationnel de terrain, Sophie, comment vous voyez l'après-Covid, cette première étape de l'après-Covid? Ouais. L'après-Covid, c'est pas pour tout de suite, mais là, c'est pour l'après premier round de vaccination. Comme l'a dit Paul Lou, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre plusieurs années avec. En tout cas, c'est la logique d'un coronavirus. Et il va falloir aussi s'adapter, nous. Je pense que la logique pour se retourner vers le sens, et le sens de faire une vaccination, c'est de trouver un vivre ensemble avec un renouveau dans les libertés et dans le fait de pouvoir se voir et créer un ensemble sociétal et pas qu'un ensemble familial. En fait, on a déjà progressé un petit peu sur le vivre ensemble en famille pour voir comment ça pouvait être fait. Et on a besoin d'étendre cette réflexion-là à vivre ensemble en société et comment est-ce qu'on peut se positionner. Et je pense que là, on a besoin de s'interroger sur toutes les questions qui sont, alors éthiques ou pas, qui sont apparues là. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille s'intéresser sur l'utilité des personnes âgées, parce que l'utilité des personnes, les personnes sont là, quelles qu'elles soient âgées, handicapées, jeunes, vieilles, intelligentes, moins intelligentes. Voilà, tout le monde a sa place. Mais par contre, on peut s'interroger sur notre rapport à la longévité. Parce que la seule façon qu'on ait trouvé de vivre, c'est de vivre vieux. C'est notre façon de s'interroger aussi sur notre rapport à la mort, sur notre rapport à la vie, et que sur la vaccination, c'est le pari de la vie, et qu'il faut avancer sur cette idée-là. Je ne me prononcerai pas sur le passeport vaccinal parce que j'attends le propos de Serge dessus. Serge. La pression est énorme, Sophie. Alors, première chose, oui, redécouverte, on pourrait dire, rôle social des gens âgés, la diversité des rôles sociaux. Deuxième élément, quand même,
ce qui a été aussi un des marqueurs, et de ce point de vue-là, un recul de 20 ans au moins dans les représentations, dans les imaginaires, c'est qu'on a défini les gens, et en particulier les plus âgés, uniquement en fonction d'une norme d'âge, sans voir qu'à 75 ans, on peut être très très différent, en pleine forme ou très fragile, et ainsi de suite. Et on a vu l'âge que comme un manifeste de la fragilité. Troisième élément, on disait, on n'est pas du tout dans l'après-Covid, on est dans l'avec-Covid, et je dirais même plus largement, on est peut-être dans l'avec-tragédie. C'est-à-dire que c'est un peu aussi le retour de l'histoire. Il n'y aura pas que les virus, il y aura des virus informatiques, enfin il y aura plein d'autres choses. On redécouvre simplement qu'on n'est pas du tout dans une mer par temps calme, on est dans des moments extrêmement difficiles. Voilà, j'irai pas plus là-dessus. Quatrième chose, j'essaie d'aller très vite, c'est sécurité, liberté. C'est aussi, je reprends Max Weber, éthique de conviction et éthique de responsabilité. La conviction, c'est qu'il faut que chacun soit libre. La responsabilité, c'est à certains moments, est-ce que je ne dois pas réduire la liberté pour permettre à ce que chacun ait plus de liberté d'une certaine façon. C'est-à-dire que parfois, une obligation donne aussi de la liberté. Quand Jules Ferry rend l'école obligatoire, c'est une obligation, mais il donne la liberté extraordinaire de l'éducation. À un moment donné, on peut aussi s'interroger sur cet élément-là. Et donc, derrière, se dire aussi que finalement, ce qui est en jeu, c'est cette notion de est-ce qu'on a un destin commun? Si on estime que dans ce pays-là, dans cette nation, on a un destin commun, on a donc une conscience de ce destin commun, et dans ce cas-là, je prends en compte aussi, par exemple en me faisant vacciner, parce que je participe au maintien de ce destin commun. Ou est-ce que je considère que finalement je ne suis pas interdépendant des autres et j'en ai rien à faire, et qu'ils font ce qu'ils veulent, moi je vais me protéger autrement, ou moi je m'en fiche. Ce qu'on appelle aussi parfois le voyageur clandestin. Si tous les autres se font vacciner, je n'ai pas besoin d'être vacciné. Et dans ce cas-là, c'est un peu l'ultra-individualisme, on pourrait dire, aux autres de faire l'effort et pas à moi. Sauf que, évidemment, si chacun dit cela, ça ne marche pas du tout. Donc c'est finalement derrière ça, c'est cette notion de confiance. Est-ce que j'ai confiance dans l'autre? Est-ce que j'ai confiance dans une institution? Est-ce que j'ai confiance dans une nation? Est-ce que je me sens participer d'un destin commun? Et ça sera quand même ça la plus belle ou la non-réponse à la question, à la tragédie pandémique. Merci pour toutes ces perspectives que vous nous ouvrez. Je laisse la lourde charge au docteur Aquino, donc médecin gériatre, délégué général de la Société française de gériatrie et surtout ici vice-président de Gérondif, de faire une synthèse de tous ces échanges. Jean-Pierre. Merci beaucoup de me laisser la parole et bravo à nos intervenants qui ont su en quelques mots donner un sens et rappeler les valeurs qui animent le fondement éthique. Réflexion sur les valeurs qui orientent et qui motivent nos actions, c'est bien la définition que nous partageons. Alors, il est important de rappeler, parce que nous l'avons vécu et nous allons probablement malheureusement le vivre encore les semaines à venir, les difficultés du terrain. L'accès au lit Covid est de nouveau, par exemple, en région Île-de-France et dans d'autres régions encore, cette accessibilité pose problème pour des personnes âgées. L'accès aux soins non Covid, trop souvent oublié, avec le fait de différer la coloscopie pour rechercher un cancer, différents examens ou des actes chirurgicaux qui s'avéreraient nécessaires. Et puis, les conséquences de l'isolement, puisque finalement, les orateurs ont bien rappelé que cet isolement existe toujours en EHPAD, avec des chiots qui sont quand même raréfiés, et la rupture du lien social est source de troubles psychopathologiques, pour ne pas dire psychiatriques, chez des malades porteurs d'affections chroniques préalables. Au-delà de ces difficultés, la mise à mal de la devise de la République ressort de manière tout à fait claire. La liberté existe-t-elle toujours? L'égalité est-elle toujours d'actualité? Et la fraternité est-elle au rendez-vous? Ces différents points ont été débattus et on voit bien que cette liberté, égalité, fraternité sont quelque peu bousculées. Mais une réflexion incontournable que l'on entend régulièrement par les médias, responsabilité individuelle, responsabilité collective. C'est un très beau sujet de philosophie qui pourrait être posé au prochain bac, et on voit bien que ce sujet définit ou met en évidence un certain nombre de limites, avec deux risques majeurs. Premièrement, celui de l'infantilisation, et le second qui est le risque de conflit intergénérationnel dans cette discussion au quotidien. Alors, la vaccination, c'est le grand espoir. C'est un outil mis à disposition qui va permettre de nouveau de retrouver un lien social structuré.
et tout le monde aspire à se retrouver au restaurant, à partager des réunions avec des amis. Si donc cet outil vaccinal doit permettre de vivre avec ce virus dans les années à venir, et cette notion de durée du contexte infectieux a bien été soulignée, encore faut-il que l'on puisse définir, là encore, une stratégie vaccinale adaptée, mais je crains que le mot qui a d'ailleurs été utilisé soit celui d'une asynchronie de la stratégie vaccinale au niveau de notre pays. Et à cela, il faut ajouter, je reprends les mots du numéro 1 de la République française, le Gaulois réfractaire. Le Gaulois réfractaire et contestataire qui est à l'origine d'un refus, qui est à l'origine d'une remise en cause de la vaccination, avec parfois des arguments qui parfois ressortent du complotisme. Le passeport vaccinal a été évoqué. Pourquoi? Eh bien parce que si le but du vaccin, c'est de vivre à nouveau ensemble comme auparavant, il semble être, je dirais, une perspective tout à fait intéressante. Pourquoi pas le passeport vaccinal, sous réserve de définir le moment où il sera appliqué, c'est-à-dire la période pendant laquelle le plus grand nombre de nos concitoyens auront été vaccinés, afin de ne pas créer un élément perturbateur supplémentaire qui s'appelle la discrimination. Alors, quid des professionnels face à la vaccination? Une obligation? Point d'interrogation. Certains osent avancer cet argumentaire. Et la différenciation bienvenue a été faite entre une obligation éthique, en disant qu'il est souhaitable, vous êtes professionnel de santé, éthiquement parlant, il est important, compte tenu des liens que vous avez avec vos malades, que vous soyez vaccinés, à différencier de l'obligation juridique qui serait probablement une rupture violente, je dirais, de l'intimité au niveau de la décision. Il faut sûrement replacer ces deux éléments concernant l'obligation dans un contexte qui mérite d'être rappelé. Souvenez-vous, cette grève, notamment aux urgences, bien avant le Ségur de la santé. Souvenez-vous des soignants sans protection. Souvenez-vous de la mortalité au quotidien constatée dans les services de réanimation. Donc, le poids porté par les équipes soignantes est particulièrement lourd. Il faut bien évidemment en tenir compte. Alors, pour terminer cette très brève synthèse, et désolé vis-à-vis des orateurs qui ont défendu tel ou tel point de vue que je n'aurais pas rapporté, je voudrais dire un petit mot plus personnel, mais je ne manque pas, en vous écoutant, d'y penser, qui est la stratégie de communication vis-à-vis de nos concitoyens. J'ai lu récemment un papier sur un dossier que vous connaissez, qui est le coup de pouce, le nudge, utilisé dans les stratégies psychosociales. Eh bien, j'ai appris que le président de la République avait fait venir auprès de lui, il y a maintenant plusieurs mois, un spécialiste des sciences comportementales pour travailler le nudge et tenter par des moyens simples de modifier le comportement de nos concitoyens et en particulier vis-à-vis de la vaccination. Alors, comment faire? Eh bien, probablement structurer une communication la plus performante possible, mais aussi prendre appui sur des référents professionnels ou au sein de communautés qui vont porter la bonne parole. Et puis, il y a même une expérience d'un robot de discours sous forme de chatbot dans les hôpitaux qui permettrait de répondre en direct aux questions, notamment des personnels soignants. Donc voilà, Monsieur le Président, quelques réflexions synthétiques mais partielles de ce que j'ai entendu avec beaucoup de plaisir. Merci Jean-Pierre. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Il n'est pas étonnant que dans notre pays, beaucoup de questions tournent autour de la liberté. C'est un des mots qui a été le plus utilisé par les intervenants. Alors, je retiens peut-être deux questions qui plus ou moins se rejoignent. C'est quelles seront les conséquences des décisions actuelles visant à, entre guillemets, obliger ou priver les gens de leur liberté de décision? Et puis une question pour l'éthicien, obligation, les éthiciens, il y en a plusieurs autour de la table, obligation éthique, n'est-ce pas antinomique? Je peux répondre pour la deuxième question, si vous voulez. Non, je ne crois pas que ce soit antinomique. Il y a une grande tradition en philosophie morale qui est la pensée déontologique en philosophie morale, enfin les éthiques déontologiques, les éthiques du devoir,
notamment dont un des représentants les plus célèbres est Emmanuel Kant. Donc, avec cette idée d'impératif catégorique, non, je ne crois pas que l'idée d'obligation éthique soit paradoxale. On peut se donner à soi-même des obligations, on peut en recevoir de l'extérieur pour le fonctionnement d'une collectivité. D'ailleurs, nous approuvons certaines des obligations qui nous sont imposées dans un cadre déontologique, dans un cadre juridique. Donc, ce qui veut bien dire que nous avons aussi des opinions éthiques, les obligations qui nous sont imposées. Donc, je ne crois pas que ce soit contradictoire et je maintiens que la vaccination peut faire partie de ces obligations éthiques. Et ce qu'on n'a pas dit dans la discussion, c'est qu'il y a certaines vaccinations qui sont obligatoires pour les soignants, hein. Diphtérie, tétanos, polio notamment, je crois. Donc ça ne me paraît pas irrecevable. La première question, je m'en souviens plus, et puis je vais peut-être laisser les autres parler. Alors, peut-être une question aux sociologues. Qu'est-ce que cette vaccination peut révéler des notions d'obligation et de liberté de choix? Est-ce que ça vous inspire des réflexions, Serge? Alors, peut-être vaccination, c'est aussi il y a aussi une symbolique. Pourquoi il y aurait pas? Il y a un désir de vaccination après tout. Tout le monde a dit avec la vaccination, on sera plus libre, et ainsi de suite. Donc c'est aussi ça. Je pense qu'on l'a trop mis sur un aspect négatif. Ah, il faut le faire. Et puis c'est pas bien de pas le faire. Mais bazar, c'est aussi un bonheur. C'est aussi une chance incroyable. Donc il faut aussi positiver un petit peu les choses. On est dans un climat quand même qui est toujours hyper négatif. Encore une fois, je disais tout à l'heure, un peu d'enfant gâté, quoi. À un moment donné, on a cette chance incroyable. Voyons-la aussi comme une chance, voyons-la aussi comme quelque chose de positif, et peut-être aussi, puisqu'on est aussi dans un moment où la science est parfois remise en cause, où certaines personnes mettent tout au même niveau, ça permet aussi de hiérarchiser les choses. Une opinion, une croyance, ce n'est pas la même chose qu'un fait prouvé, par exemple. Donc c'est aussi peut-être nous obliger un petit peu, au-delà de la vaccination, c'est aussi une question d'éducation et de prise de conscience de qu'est-ce que c'est qu'une vérité, qu'est-ce que c'est qu'un mensonge, qu'est-ce que c'est la différence entre une opinion, une croyance et un fait établi. Les faits sont têtus, comme disait l'autre. À un moment donné, c'est aussi peut-être revenir à cela, en pensant à la vaccination comme étant aussi un moyen de peut-être se comporter de manière plus adulte et de peut-être ne pas être infantilisé. C'est prendre une responsabilité, une co-responsabilité collective et morale. Sophie, si vous voulez avoir les dernières paroles. Par rapport aux questions qui viennent d'être posées, je pense qu'elles ont été très très bien résumées. Je pense aussi, comme Paul Loup, ce n'est pas antinomique de parler d'obligation éthique. La question du choix, qui est aussi une obligation éthique quotidienne à laquelle nous nous soumettons nombreux quotidiennement. Et quant à ce que vient de dire Serge, je suis aussi tout à fait d'accord. J'ai trouvé que pendant ces quelques minutes, en tout cas, où on a débattu tous les trois, il y a une vérité assez positive qui est apparue, et je suis d'accord avec Serge sur le fait qu'il faut quitter cette position absolument détestable de toujours tout mettre en doute. C'est bien de douter, mais il y a un moment où il faut aussi voir les choses positivement et aller de l'avant. Comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, on prend tous le pari que ça va nous permettre de retrouver une vie qui ne sera pas la vie d'avant, qui sera une vie différente. Mais ce pari-là, il est tenable que si on continue dans cette idée-là et qu'on quitte cette pensée tout à fait qui nous met tous en tension les uns vis-à-vis des autres. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis d'y participer. Donc merci à ces trois éminents experts de m'avoir permis aussi de partager ces échanges avec eux, extrêmement enrichissants pour nous tous.